Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bébé et Confidence. Je suis Manon, je suis l'autrice de ce podcast et je suis aussi coach en sommeil et doula. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Nancy que je vous propose de dérouler. Nancy, sa douceur et ses métaphores à couper le souffle, vous allez voir. Vous allez entendre dans son parcours le récit d'une première grossesse entre deux pays, la France et l'Angleterre, un accouchement assez rocambolesque soldé par une séparation prématurée à la naissance, difficile à vivre, et donc une reconstruction. Et puis bien sûr, des nuits difficiles, ce serait pas le podcast Bébé et Confidence sinon. Elle vous livrera ses doutes, ses questionnements, ses égarements, et puis quand même à un moment donné, les moments d'apaisement. Tant et si bien qu'un deuxième bébé, Juliette, viendra compléter leur famille en 2022. Et même si le sort voudra que là aussi, la rencontre ne se passe pas de la manière la plus sereine, le message de Nancy, c'est que la maternité, c'est fondamentalement ce qui l'a poussée à se découvrir et à se reconstruire. Donc sans plus tarder, je vous souhaite bon épisode. Salut Nancy. Bonjour Manon. Je suis trop contente de te voir aujourd'hui. C'est pas très radiophonique. Nous, on se voit, vous nous voyez pas. Mais je suis super contente qu'on puisse discuter un petit peu aujourd'hui de ton parcours de parent. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. En début d'interview, je propose toujours une petite question gimmick un peu marrante, qui est, si tu devais résumer ta parentalité en 3 mots, comment tu ferais ? Waouh. Je crois d'ailleurs qu'il y aurait waouh dans les 3 mots. Ok, très bien. Inattendu, parce que finalement, il y a beaucoup de choses qu'on peut lire, qu'on peut préparer, mais il y a plein d'inattendus. Bon, c'est ça qui est chouette aussi, la surprise, mais ouais, inattendu. Donc waouh, je l'ai dit parce que c'est waouh dans tous les sens du terme, c'est incroyable, c'est surprenant. Bon, là j'en dis d'autres, mais donc inattendu, waouh et bouleversant. Mais pareil, hein, dans les deux, dans tous les sens du terme. Ouais, c'est que effectivement, on se connaît un petit peu. Moi, je sais un petit peu par quelles étapes, peut-être par certaines étapes par lesquelles tu es passé. On va avoir l'occasion de rentrer dans le détail. Mais ok, très bien. Waouh, inattendu, bouleversant. C'est assez. Je trouve que c'est assez exhaustif comme trio. Est-ce que tu veux bien, en guise de présentation, nous parler un petit peu de ta famille, de qui est là avec toi au quotidien ? Oui, bien sûr. Alors, on est une famille de 4 désormais. On a une grande maintenant qui a 5 ans, qui est pleine de vie, qui s'appelle Georgia. Je dis on, mais il faut peut-être que je présente ma moitié aussi en premier lieu. Donc, mon chéri s'appelle Philippe, notre grande s'appelle Georgia, 5 ans, et notre deuxième a eu 1 an là tout juste il y a quelques semaines, et elle s'appelle Juliette. Donc, on a deux chippies, deux adorables petites bouilles, et pleines de vie, les deux dans un mode d'expression très différent. Et donc, ça bouge bien. La maison, elle est pleine de vie. Ouais, il y a de quoi se tenir occupé, je me doute. Ouais. Est-ce que tu veux bien... Alors, du coup, voilà, comment ça va se passer ? On va se parler un petit peu du parcours de devenir parent par lequel toi tu es passé. D'aussi loin que tu te souviennes, à quand remonte ton désir d'enfant ? Alors, c'est marrant parce que j'en discutais avec une amie. Moi, j'ai pas fait partie de ces enfants, petites filles ou ados qui s'imaginaient toujours avec une famille, des enfants, etc. Je me posais pas aussi clairement la question, je pense. J'étais plus dans le quotidien, je pense, du jeu, mais je projetais pas ça comme parfois, c'est assez étonnant, certains enfants peuvent le faire, ou même ados. Donc, désir d'enfant, il est né hyper tard. Même à un moment donné, je me suis posé la question d'en vouloir. Même vraiment, ça a été... je me souviens d'une discussion sur un banc à l'époque à Londres avec mon chéri où je lui faisais part de ce grand doute et où lui, il avait... Je pense eu un peu le ciel qui lui était tombé sur la tête à l'époque parce que lui, ça faisait partie de son schéma, je pense, de vie, de reproduire ce qu'il avait connu, parce qu'il a donc une sœur. Et sa famille, elle était constituée à 4. Et moi aussi, pourtant, j'avais des sœurs. Mais je pense que vu que ma sœur aînée a 10 ans de plus que moi, j'avais pris
conscience assez tôt de ce que ça a engendré comme responsabilité, implication et dévouement. Et je pense que quand je l'avais vu, moi j'étais ado en plus, donc je me disais oulala, mais est-ce que je vais savoir faire tout ça aussi, parce que je pense que je voue pas mal d'admiration à ma sœur, ma grande sœur. Mais je me mettais peut-être un peu trop la pression, comme en général dans la vie, mais voilà. Donc ça c'était ce que je te décris là, cette scène sur le banc où je disais à mon chéri, oh, je suis pas sûre finalement d'avoir envie de devenir maman. C'était à la veille de mes 30 ans. Moi, je devais avoir 28, 29. Aujourd'hui, j'en ai 37. Voilà, donc le désir d'enfant, il est né, pour répondre à ta question. Alors, c'est tout bête, mais je pense qu'il y a un côté animal, peut-être, d'esprit de nidification. C'est une fois qu'on avait projeté d'acheter la maison. Donc, je sais pas, il y a dû y avoir un truc très sécuritaire en moi qui s'est débloqué. Et là, j'ai eu envie d'avoir une famille. Et c'était à 30 ans passés, quoi. 30 ans, 31. Et donc, l'envie est là. À partir de quand ça devient un projet ? Ça devient un projet dans le sens où finalement, tu penses plus qu'à ça. Tu te projettes dans ta future vie. Nous, à l'époque, en plus, quand on avait acheté la maison, on vivait à l'époque à l'étranger, à Londres, et on revenait vivre en France. Et tu te dis, ouais, ce serait chouette quoi, qu'on remplisse la maison. Mais je te dis ça, mais à la fois, on y pensait, mais il y avait tellement d'autres paramètres à gérer, le déménagement, des trucs hyper pratiques, hein, mais que finalement, c'est justement quand on n'y pensait plus que ça s'est produit, parce que il y avait plus de contraception depuis déjà quelques temps. Et je pense d'ailleurs que quand j'avais arrêté la contraception, parce qu'à l'époque c'était la pilule, je pense que je l'avais arrêtée, mais je n'avais pas encore envie d'être maman, et la preuve, pendant 2 ans sans pilule, il n'y a pas eu de bébé, parce que le déclic mental était pas là. Bon, après, je pense que je suis assez mentale dans mon fonctionnement. Mais ouais, c'était comme ça que ça s'est fait après au niveau du projet. Enfin, ça devient un projet dans le sens où on en parle, dans le sens où on visualise, où on imagine en fait, et toute seule et à deux quand on en discute. Et donc, quand est-ce qu'elle arrive, cette première grossesse ? Comment est-ce qu'elle arrive ? Comment ça se passe pour vous ? Est-ce que tu te rappelles un petit peu de tout ça ? Oui, ouais, complètement. Donc la pilule, elle était arrêtée depuis 2 ans, et j'avais des cycles assez irréguliers, donc je m'inquiétais rarement en fait. Et là, je me souviens très bien, on avait des très bons amis qui venaient fêter le 31 décembre le réveillon avec nous à Londres. Et je pense qu'en fond de moi, il y avait une petite voix qui devait savoir qu'il se passait peut-être quelque chose, mais je me disais, bon, non, c'est pas possible. Donc on a fêté le 31 avec le gin tonic londonien, voilà. Le fameux. Voilà. Et quand même, je sais pas, c'était la petite voix intérieure. Lorsqu'ils repartent le 2 janvier, après avoir bien festoyé, et bien ri avec perruque et compagnie. Ah ouais. Ouais, on a des photos mémorables dans le métro. On avait vraiment bien ri. Voilà, donc je fais un... Non, c'est même pas moi qui fait la démarche par rapport au test. Je pense que Philippe, il était un peu plus impatient que moi de savoir. Il va à la pharmacie. Moi, j'étais encore en mode réveil d'après-fête, quoi. Bon, qu'est-ce que j'achète pour le test de grossesse, etc. Donc, il va à la pharmacie, il revient. Et puis, je vais faire le test et je vois encore la scène. Je sors et puis il me dit, alors je dis, je sais pas, il faut attendre un petit peu. Et puis, on attend, on se regarde. Et d'un seul coup, je dis, oh, j'ai les 2 barres. Quoi, les 2 barres Les 2 barres, mais quoi? Parce qu'il savait pas forcément, il avait pas lu la notice avant. Donc, ouais, j'ai les 2 barres. Et parfois, quand on a des moments où c'est un peu dur, ou avec les enfants, pour gérer, c'est chaud. On se regarde, on fait les 2 barres, ouais. Ça reste la private joke. Non, super moment. Découvrir ce qui nous attend, enfin de découvrir, non, on ne sait pas à l'époque ce qui nous attend, mais
la joie en fait. La joie qui est là, ça c'était assez inoubliable. Donc ça c'était le début de l'histoire. Et puis après, une grossesse entre l'Angleterre et la France, parce que j'avais envie d'être suivie plutôt à la française. Donc c'est ça aussi qui irrite. Les 9 mois, c'est les déplacements en prenant le shuttle et en allant dans le nord de la France, à côté de Boulogne-sur-Mer. Et puis finalement, ça faisait partie aussi de ce voyage, cette route qu'on faisait, même si c'est pas très loin. Je crois qu'à chaque fois, ça nous permettait de prendre conscience de ce qui se passait. Et puis à chaque fois, il y avait des discussions assez significatives. Je me souviens d'une discussion où on était dans la voiture, parce que c'est quand même assez impressionnant, mais là, quand on prend le tunnel sous la Manche, la voiture qui rentre dans ce grand train, il y a un côté un peu, je sais pas, hors temps. Et notamment lors d'une discussion à ce moment-là, on avait choisi le prénom, enfin plein de petites étapes comme ça. C'était des bons moments. Comment tu vis la grossesse sur le plan physiologique, sur le plan psychologique ? La première grossesse, je pense que je suis vraiment dans la découverte, assez nauséeuse au premier trimestre quand même. Et un peu frustrée parce que donc on vivait en Angleterre et j'avais des envies culinaires pas forcément évidentes, que je pouvais pas assouvir. Par exemple, j'avais envie de compote. Et c'est un truc tout bête, mais les compotes, les petits pots de compote classiques, ou même les pots ou les gourdes de compote, là, on n'en trouve pas vraiment en Angleterre. Donc, par exemple, ça fait aussi partie des souvenirs. Avant de reprendre le shuttle pour retourner en Angleterre, d'aller au supermarché et d'acheter un caddie entier de compote. Donc, un peu de frustration au niveau aussi des fruits, etc. Mais psychologiquement, je suis bien parce que c'est aussi le confort de la situation, parce que j'ai arrêté de travailler parce que j'avais un job où j'étais caviste dans une boutique qui vendait du vin, donc il y avait pas mal de ports de charge, etc. Donc j'arrête ce job qui était pas compatible. Donc j'ai vraiment du repos, et ça je sais que c'est un grand luxe, parce que je pense souvent aux mamans, aux futures mamans qui doivent allier vie pro et statut de femme enceinte. Ça, je me dis que j'ai vraiment eu de la chance. Et psychologiquement, c'est plutôt l'excitation, surtout quand je commence à sentir le bébé bouger, ça devient hyper concret. Les échographies, de voir ce petit bout qui grandit, ça paraît toujours dingue, quoi, irréel. Un bon mood tout au long de la grossesse. Une bonne période. T'as des craintes par rapport à l'accouchement, par rapport à l'après ? Est-ce que t'as des points qui sont un peu plus d'anxiété ? Je crois qu'il y avait pas mal finalement d'innocence, même si j'étais pas toute jeune, mais j'ai pas tant de crainte, mis à part la péridurale, parce que je suis pas du tout aiguille, etc. Et je crois que ça m'effrayait quand même. Et je m'étais dit, je demanderais 100 en me disant ça, mais tout en me préparant pas du tout, en fait, et physiquement et psychologiquement. Donc, vraiment, oui, non, c'était vraiment... avec le recul, maintenant, je pense que j'étais très, très naïve, en fait. mais finalement, c'est beau, quelque part, parce que... je sais pas, je faisais confiance d'une certaine manière, peut-être, à la vie, à mon corps. Enfin, je me disais pas ça. J'étais pas en train de me dire, je me fais confiance, mais je sais pas, avec le recul, j'interprète ça comme ça. Et donc, j'avais pas vraiment de grandes craintes, mis à part peut-être la péridurale, tu vois. Et non, je suis même hyper à fond, quoi. Je prépare mon déménagement, je fais les cartons, je me ménage pas tant que ça. Je suis dans une espèce d'excitation, de hâte. Et t'as fait une prépa à l'accouchement classique ? Oui, en fait, je me suis pas tant préparée que ça. Enfin, par exemple, quand on faisait les rendez-vous en France, quand après on retournait à Londres, il y avait pas de, c'était vraiment médical, quoi. Il n'y avait pas de préparation outre mesure. C'était vraiment voir que le bébé va bien. Et après, j'arrive en France en juillet. Et là, je prends des cours de préparation avec une sage-femme où on fait un peu de sophrologie. Okay.
Mais c'est vraiment juste à la fin de la grossesse parce que le bébé naissait début septembre. Donc c'était juste le dernier mois et demi. Mais ça n'a pas été énorme, mais ça a été quand même assez utile. Ok. Et ça permettait, parce que je suis pas mal dans la visualisation, donc c'est avec la sophrologie, pour ça je trouve que c'est un très bon exercice, préparer l'esprit et même finalement le corps. Mais c'est juste, voilà, ça doit être quoi, 4-5 séances d'une demi-heure, une demi-heure, une heure, je sais plus, mais c'était pas dingue quoi, en termes de préparation. Ok. Et donc le jour J arrive ? Ouais, le jour J arrive, enfin le jour J. C'est le jour JJJ parce qu'il y a quand même eu beaucoup de temps de contraction. 36 heures de contraction. Et ok. ouais, voilà. Pareil, je pense pas forcément prête à lire ce qui va se passer dans mon corps en fait. Donc dès le début, je me souviens, ça s'est joué en 3 fois. Dès le début des contractions, je sens que ça s'intensifie, mais... je vais voir toute pimpante mon chéri en disant bon, je crois que le bébé arrive, voilà, je prends le temps de me doucher, je mets ma robe, Philippe pareil, on prend le sac, on est tout content. Puis on arrive à la maternité. Ah oui mais madame, là il y a 0 travail, hein, donc ah bon, mais oui, mais quand même j'ai pris ma petite montre et c'était toutes les 10 minutes, hein. Bon, je pense que finalement ça s'apparentait à du faux travail. Et on retourne à la maison. Et puis là, je me repose, je reste allongée. Je sens quand même que ça s'intensifie, mais bon, j'attends. Jusqu'à un moment donné où c'est vraiment, pour moi, à l'époque, trop intense. Je dis, bon, là, c'est bon, on y est. Donc là, déjà, un peu moins préparée. La robe, elle est là, mais la bretelle, elle est de travers. Les cheveux, ils sont pas coiffés. C'est un peu moins glam que la première fois. Et on y retourne. Et même résultat, la personne qui m'ausculte dit « Mais non, mais là, le col n'est pas du tout ouvert. » Ah ouais, mais vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Voilà, on essaye de favoriser le travail. On nous dit « Allez marcher dans la cour de l'hôpital. » Mais là, j'étais à bout de fatigue parce que j'avais fait quand même une nuit blanche. On continue, on rentre à la maison parce qu'ils nous disent que ça va être plus confortable de rentrer chez nous et ils avaient certainement raison. Et là c'était, on rentre dans le vif du sujet. Là. À la maison, je dis à Philippe d'aller se coucher et là, moi, je suis sur mon ballon et je sautille sur mon ballon et j'essaye de trouver des positions, etc. Mais c'est un moment difficile en fait. Et là, je me rends compte en te le disant, finalement, j'étais assez seule. Et j'en veux pas à mon chéri parce que forcément il fallait qu'il se repose et aussi j'avais certainement besoin d'être dans ma bulle, mais pour le coup j'aurais pu mieux me préparer et mieux être accompagnée même à ce moment-là. Je pense que on en demande beaucoup aux femmes et là typiquement dans ces moments-là on devrait pas être seule en fait. On devrait... Et bon, je l'ai pas mal vécu à l'instant T, mais avec un peu de rétrospective, je me dis que ça aurait pu être un moment peut-être plus enveloppant, plus doux, plus... Bon, voilà, c'est une petite pensée comme ça. Et donc là, on y va. Et là, c'est en mode karting, quoi. Là, on fonce, quoi. On fonce parce que je pense que là, pour le coup, ils cherchent même pas à savoir de combien le col est ouvert. Et pareil, je pense que si j'avais été préparée, j'aurais pu donner naissance sans péridurale. Mais là, le sage-femme, parce que du coup c'était un homme, c'était cool parce qu'il était hyper doux, qui m'accueille, il dit bon voilà, on va vous mettre la péridurale en place. Par contre l'anesthésiste, qui était elle une femme, elle était pas cool du tout, parce que j'étais vraiment dans le dur du travail. Bon, vous arrêtez de bouger maintenant. Mais madame, j'ai mal. Voilà, il n'y avait pas du tout de compassion. Enfin, j'avais l'impression d'être, je sais pas, un animal. C'était pas très agréable ça, à ce moment-là. Et là, je sens encore la sensation des mains très chaudes du sage-femme qui me dit, il s'appelle Jérôme. Jérôme, si tu nous écoutes, merci. Il pose ses mains sur mes épaules en disant « Respirez, tout va bien se passer », en mode un peu, ASMR. Et là, je me suis détendue. Et ça a permis que ça se passe bien. Mais je pense que, vu que, je sais pas, j'étais agitée ou que la péridurale n'a
pas forcément été bien posée et j'étais anesthésiée que d'un côté presque. Donc j'avais encore la douleur, mais à la fois j'avais une jambe en sensation bois mort, tu vois. Bon, ça c'était pas très, très cool. Mais l'accouchement se passe bien, on est dans une salle avec l'éclairage tamisé, il y a la sage-femme, il y a l'auxiliaire de puériculture, toutes les deux elles sont sympathiques. Parce que oui, malheureusement, le sage-femme, lui, finissait son service, donc c'est une autre Jérôme. personne qui a... Ouais, Jérôme est parti. Oh non. Mais la personne qui prenait la relève était adorable aussi. Donc ça se passe bien, mais vu qu'à plusieurs reprises, je pense que je suis dans un état de fatigue et de stress, j'avais redemandé à avoir un petit peu de dose d'anesthésie. Bah, je sens plus vraiment mon corps en dessous de la ceinture, quoi. C'est vraiment... Donc elle me guide, elle me dit pousser, etc. Mais j'ai plus trop de sensations. Mais je finis par donner naissance quand même à notre poulette. Et alors, je sais pas si c'est psychologique, mais finalement, j'ai quand même la sensation de sentir le bébé qui sort. Mais je pense que c'est vraiment une sensation imaginée, ou je sais pas, parce que vu que je sentais rien d'autre, ou je sais pas. Mais j'ai ma satisfaction quand même juste à ce moment-là, de me dire, bon, c'est bon, je sais que je l'ai fait. Elle me permet un peu de l'attraper, de la mettre sur moi. Et puis après, bon bah là, il y a finalement un petit épisode traumatique, mais que je ne mesure pas du tout sur l'instant. Parce que je la mets sur moi, donc on fait le pot à pot. Et à peine elle est sur moi et on a le temps de faire connaissance, qu'il constate qu'elle est un petit peu encombrée au niveau respiratoire. Et donc il me l'enlève. Là, tu vois, je suis capable de te le dire hyper sereinement. Mais pendant 2-3 ans, quand je racontais cet épisode à une amie ou à quelqu'un, j'étais en larmes en fait, alors que ça paraît anecdotique en fait. Mais quand ils la prennent pour aller la dégager, forcément Philippe se rend avec l'auxiliaire et la sage-femme parce que c'est son bébé et c'est normal. Mais moi, je viens de donner naissance et je suis là toute seule, encore avec les jambes écartées dans cette pièce. Et là, il y a clairement un sentiment d'abandon assez fort. Mais voilà, sur le coup, je réalise pas trop, quoi. Et finalement, je pense que, et pour Georgia et pour moi, c'était un moment où je pense elle a eu très peur et où moi, je suis en panique psychologique où je comprends pas trop ce qui m'arrive. Il y a un côté un peu abasourdi. Et ça, je le réalise que plus tard, en fait, que c'était... Et après, comment je l'ai réparé ce moment, c'est en faisant justement des exercices de visualisation, en hypnose, avec une psychologue spécialisée. Et puis voilà, et je sais que dans les faits, il n'y a rien de dramatique, parce que mon bébé va bien, je vais bien, mais c'est juste cette sensation d'arrachement là, qui a été un peu traumatisante. Mais Bien voilà, sûr. maintenant ça y est, la blessure est réparée, tout va bien. Mais je trouve ça finalement important de le partager parce que on a tendance à idéaliser un peu tout ce qui va se passer, à projeter beaucoup de choses. Et je crois qu'on ne se prépare pas suffisamment à accepter et accueillir tout ce qui vient en live, quoi. On est dans notre projection, dans notre idée de l'accouchement peut-être parfait. Et en fait, avec du recul, c'était rien de méchant. Voilà, ils allaient juste lui faire un soin. Mais c'est juste que le moment, j'y étais pas préparée. Je m'y attendais pas. Bien sûr. Et puis bon, en tant que grande sensible aussi, forcément, ça a son impact. Mais donc on finit par te la ramener, ta petite puce ? Ouais, là on la ramène et puis là c'est là on me laisse le temps de lui donner la première tétée, de lui faire un gros câlin. Elle fait une petite sieste sur moi. Enfin, non, c'était super. Après on va dans notre chambre où on a la chance d'être uniquement que nous, quoi. Il y a un lit pour le papa, on dort tous les 3 la première nuit. Et tout se passe bien, on est tellement dans notre cocon qu'on a l'impression qu'il n'y a personne d'autre dans l'hôpital. Ouais, là je retrouve un peu la projection idéale. Cool. On est tous les 3 et ça se passe très bien. Georgia est très éveillée, il y a déjà des échanges de regards
dingue, hyper intense, que j'ai pu capturer en photo. Là, je regardais encore récemment dans son album des photos magnifiques. Tu vois qu'il se passe beaucoup de choses avec son papa, rien que par le regard. Et ouais, elle était déjà très éveillée, c'était super. Donc tout se passe bien et on rentre assez rapidement à la maison avec la sage-femme qui vient s'assurer que le bébé a pris du poids, qui s'occupe de moi voilà, pour les soins. J'allais pas trop mal, quelques petits désagréments classiques, mais rien de bien méchant. Et voilà, on prend nos marques. Et justement, là, sur ces jeunes semaines du postpartum, quels sont les moments de bliss et quels sont les challenges? Ben, il y a des... En fait, j'oscille entre plusieurs émotions, plusieurs sensations, parce que je me sens à la fois hyper comblée. Je suis dans le bonheur ultime, de la maman trop fière, trop contente, du premier enfant, et à la fois en colère. Mais bon, ça vient aussi peut-être de choses à régler d'avant, mais je sais pas, j'étais en colère dans le sens, je m'explique, où je me dis, mais waouh, encore ce waouh, là, le waouh dans le sens la claque, c'est tellement intense, tellement dense, on dort pas beaucoup, on est épuisé, et, j'ai la sensation que je sais pas, que c'est caché en fait, tu vois, que pourquoi on n'est pas au courant quoi de tout ça, et finalement on sait pas que c'est caché, c'est juste que je crois qu'on doit tous le vivre. Et puis tu vois, il y a des mamans avec lesquelles j'en discute qui me disent mais ouais c'est clair, et puis d'autres peut-être pour lesquelles c'est plus naturel, je sais pas, qui disent ah ouais non moi j'ai pas ressenti ça. Donc je crois qu'en fait c'est vraiment hyper personnel. Mais moi à l'époque ouais j'ai un peu de, surtout les 3 premières semaines, je suis c'est même pas sous l'eau quoi, je suis dans les abysses, j'arrive, mais tout en étant ravie et contente de la situation, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi une déferlante aussi grande quoi. Alors après, pour illustrer le propos, bah j'ai pas de faits précis, mais c'est plus dans la vie globale quoi. Ou la vie globale où je me sens dépassée, ouais, faut le dire, je me sens dépassée, mais et finalement, tu vois, même avec la deuxième grossesse, bah même en le sachant et en me disant bon, cette fois-ci, sois pas en colère. Et puis d'ailleurs, en colère contre qui, contre quoi, il n'y avait pas vraiment de public pour cette colère, c'était un truc peut-être contre moi tout simplement, à me dire mais c'est normal, sois patiente et puis accepte aussi que tu aies moins de liberté. Moi je pense que c'est ça en ce qui me concerne. Moi c'est mon truc à moi, dans le lot des valeurs importantes, c'est le fait que c'est pas tu te fais grappiller un peu de liberté, c'est qu'il y en a plus du tout au début. Mais c'est normal, c'est normal. Mais c'est juste que j'y avais pas pensé avant. Ça, c'est l'une des grandes portes dans la tronche qu'on se prend, je trouve, en postpartum, c'est de se rendre compte qu'effectivement, en fait, ton corps t'appartient plus, ton temps t'appartient plus, tes priorités t'appartiennent plus. Et ouais, il faut faire la paix avec ça, mais il y a une petite voix qui résiste forcément, qui génère de la colère. La colère, c'est l'émotion des limites. Et en postpartum, et je parle même pas des premières semaines, mais des premières années presque, les limites du parent, elles sont systématiquement bafouées. Et du coup, il y a forcément un petit peu de colère, plus ou moins manifeste, plus ou moins ressentie, mais c'est normal. Ouais, c'est ça. Je dirais, il y a les 3 premières semaines, les 3 premiers mois et les 3 premières années à des stades différents, enfin des intensités différentes. Et oui, parce que d'après Anna Roy, et je suis bien d'accord avec ça, le postpartum dure 3 ans. Je trouve qu'à chaque étape, finalement, tu prends du recul sur différents paramètres, en fait. Différents paramètres de la parentalité. Et ouais, je pense que ce sont des étapes nécessaires. Mais finalement, le truc que tu apprends, que tu apprends, je parle pas en général, je parle pour moi, parce que pareil, je donne pas de conseils. C'est chacun comme il le sent. Mais le truc que moi j'ai appris, plutôt, je vais formuler ça comme ça, c'est que c'est malheureux, mais tu te répares en fait. Moi j'ai appris à beaucoup plus me connaître et à me réparer grâce à mes enfants. Oui, je trouve qu'il y a un truc, pour s'arrêter là-dessus, parce que c'est intéressant, tu fais l'expérience de toi-même
dans des limites et dans des espaces que tu n'as jamais visité avant. Dire que peut-être tu as fait des études stressantes, etc., où du coup tu étais sous pression, où tu n'as pas beaucoup dormi, etc., mais jamais ton système n'est mis autant sous pression. Enfin, après, peut-être que si, mais en tout cas, moi, j'ai jamais connu d'autres contextes où il y a à la fois le manque de sommeil et le manque de temps pour soi et le fait de ne pas pouvoir, parfois, ne serait-ce que s'asseoir pendant des heures et des heures, voire des jours et des jours, quand on a un bébé qu'il faut bercer, quand on a un bébé qu'il faut porter, etc. En fait, il n'y a pas de pause et il n'y a pas de répit, il n'y a personne pour te dire hey, c'est bon, je vais prendre le relais. Ouais. Bah, enfin, justement, il devrait, mais dans notre société actuelle, c'est pas comme ça. Après, il y a des personnes qui sont hyper accompagnées. J'ai des amis ou des mamans avec lesquelles j'ai discuté. Ah bah moi, j'avais ma sœur, ma maman qui était là pendant une semaine, un mois. Et ça, c'est génial. Et faites ça, les filles, si vous pouvez. Enfin, si vous en avez envie. Parce que c'est vrai que c'est quand même une sacrée déferlante. Mais finalement, je pense que quand tu fais le choix d'avoir des enfants, ça fait partie du cycle, je crois. Je pense que ça te fait aussi prendre conscience de tous les autres moments de liesse et c'est un peu la balance, finalement. Je sais pas, je me console peut-être en disant ça, mais si c'était toujours youpi tralala, t'aurais peut-être pas la notion que c'est toujours youpi tralala. Donc là, les moments down te font apprécier les moments up. Absolument, oui. Le contraste fait que les petits moments, petits, pas forcément petits, mais dans une journée que tu as commencé dans le brouillard parce que ça fait des mois et des mois que tu dors pas et avec pas tellement de perspective d'autre chose que d'avoir la même journée que celle d'avant et que celle d'avant et que celle d'avant. Quand il y a un moment de connexion particulier avec bébé, quand bébé apprend à faire un truc nouveau, ce genre de choses-là, ces moments de bonheur-là, qui en plus sont marquants, quoi. Oui, ils ressortent vachement dans le contraste de la difficulté, de l'habituel du postpartum. Et on les en remercie parce que sinon ce serait que vachement dur de pas faire l'expérience de la joie, quoi. Parle-nous justement un peu de sommeil pour Georgia. Comment ça se passe ? C'est dur parce que c'est un bébé, alors je sais pas si c'est du coup lié à ce qui s'est passé à la naissance, mais qui a besoin de beaucoup de contact et qui dort pas beaucoup, ou tout du moins qui, lorsqu'elle s'endort après, a beaucoup de réveils. Et je me souviens qu'on a, comme tu disais, qu'on a fait des heures debout à la bercer, à l'accompagner, et puis que quand on la posait délicatement dans son lit, on repartait en mode ninja, et là t'as un orteil qui craque et hop, c'est reparti pour un tour. Le fameux. Mais, donc voilà, et ça a duré assez longtemps parce que ce dont je me souviens, c'est qu'à 8 mois, elle se réveillait encore, je pense, beaucoup, peut-être 4, 5, 6 fois par nuit. Et clairement, on dormait pas jusqu'à 8 mois. Et puis un peu désespéré, on a pris un conseil que là pour le coup je déconseille, à savoir mais vous devriez au moins la laisser pleurer une nuit sans intervenir, et puis vous verrez la suivante elle pleurera moins, et voilà. Et ça on l'a appliqué effectivement au bout de 3 nuits, 3 soirées, elle pleurait plus et elle s'est endormie. Mais j'imagine en fait après coup, j'imagine même pas le stress que ça a dû être pour elle, parce que elle a dû se sentir abandonnée. Bon après, pas non plus trop projetée dans ce qu'elle a ressenti, mais ça, donc cette méthode d'éducation au sommeil là, a fonctionné, mais un temps en fait, parce qu'après, donc ça c'était à 8 mois, elle a dû faire ses nuits 1 ou 2 mois à peu près, et puis après c'était reparti pour un tour, parce que c'était pas une solution finalement. Et là, je te le raconte, mais ça, je me dis, j'étais trop bête, quoi. On a été... C'est un peu une honte d'avoir fait ça, mais t'es tellement démunie, tellement au bout de tes forces que tu prends ce qu'il y a à prendre, et puis bon, tu réfléchis plus trop, quoi. Et puis aussi, je crois qu'il y avait
la volonté de faire comme ça doit être, entre guillemets. Le bébé doit dormir dans sa chambre, alors que pour le coup, pour notre deuxième, elle pleurait, elle venait dormir avec nous, et là on se posait beaucoup moins de questions de comment ça devait être. Je pense qu'il y avait finalement inconsciemment, vraiment inconsciemment, il y avait une injonction de comment les choses doivent se passer. Une année se passe et c'est difficile, mais bon, on se relaie. Et là, je crois qu'après, quand elle arrive vers 2 ans, on n'en peut vraiment plus. C'est là qu'on sollicite. Allô bébé, confidence, help. Ouais. Parce qu'on veut... on veut pas y laisser notre peau. Enfin non, j'exagère en disant ça, mais forcément, quand ça crée des tensions. Et du coup, t'es moins frais, moins dispo, et pour ton enfant, et pour ton travail, et pour ton couple. Et là, tu te dis, faut agir. Et puis, petit à petit, grâce aux outils, aux techniques, et puis aussi, je pense, dans le discours à l'époque que tu nous prodigues, et que... je dis tu vois, c'est presque un soin, quoi. C'est au message que tu nous apportes. On est décomplexé, en fait. Tu apportes ce droit de faire comme on peut. Et ça, d'ailleurs, aujourd'hui, j'arrête pas de dire aux filles, je fais de mon mieux, je fais comme je peux. Bon, du coup, elle a bien compris, Georgia, elle l'utilise aussi de son côté. Et je fais de mon mieux, maman. Oui, oui, oui. Mais non, mais ouais, c'est ça, en fait, être décomplexé, s'autoriser et arrêter de vouloir être parfait. Mais ça, c'est pas facile. Enfin, c'est pas facile. En tout cas, pour nous, c'était pas facile. Et donc après, voilà, il y a un petit rythme qui s'installe où c'est pas non plus des nuits de 12 heures, mais au moins, on sent qu'il y a un apaisement, et pour elle, et pour nous. Et puis, ça, petit à petit, il y a des choses qui se mettent en place, des rituels, des habitudes, et ouais, plus de calme, plus de temps serein, et on n'appréhende plus d'aller la coucher ou d'aller que ce soit la nuit. Et puis après, je retombe enceinte, parce que sinon c'est pas drôle. Ouais, mais parce qu'on se rencontre effectivement quand Georgia a 2 ans. Et moi, je me rappelle très bien de cette consultation de mon côté à moi. Je pense que c'est l'une des... Tu sais, en première consultation, c'est rare de connecter et d'empathiser autant. Parce que je me rappelle qu'on a Oui, tous c'est fini vrai. en larmes, Ouais, oui, c'est à un vrai. moment donné. et du coup, j'empathise beaucoup forcément avec les personnes qui me racontent leurs difficultés. Et au point qu'on finisse tous en larmes, quand même, ça m'arrive pas si souvent que ça. Et puis, ce qu'il faut dire quand même, avant effectivement la grossesse de Juliette, etc., c'est qu'on a eu ce premier suivi ensemble, et on a beaucoup gardé contact pour parler cette fois non plus de sommeil, puisque ça allait mieux, mais de sensibilité. Pour toi, pour Georgia, Ouais, clairement. Voilà, pour vous dire, on a un petit groupe avec d'autres personnes qu'on a accompagnées, que j'ai accompagnées, dont les enfants, on va dire, ont une sensibilité un peu plus. Les enfants, c'est une chose, mais les mamans aussi. Donc, on s'est créé un petit espace pour discuter de ces thématiques-là. Justement, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu du profil de Georgia? Là, plus elle grandit, plus tu la découvres, plus sa personnalité s'affirme. Qu'est-ce que tu notes chez elle? Pour reprendre un peu le parcours sur ce thème de la sensibilité, en fait, lorsqu'elle a 2 ans, un peu plus de 2 ans, où je me rends compte... Non, même pas 2 ans, non. Pardon, je suis en train de calculer. Non, elle a 1 an et demi. Où je me rends compte que, voilà, elle est... Je me sens un peu dépassée, que je sais plus comment gérer. Alors je me dis, voilà, de toute façon, être parent, ça s'apprend, ok. Mais je me sens quand même... submergée. Alors, je me documente et rapidement, je tombe sur l'hypersensibilité, qui est un sujet qui est pas, qui commence à être traité, mais pas autant en vogue entre guillemets qu'aujourd'hui. Mais ça me parle beaucoup en fait. Ce que je lis, je coche toutes les cases pour mon enfant. Et je me dis bon c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'à l'époque je connais pas le terme. Et je l'associe pas mal à l'émotivité, voilà. Et en fait, je découvre que c'est beaucoup plus que ça.
Et là, je prends conscience clairement de la mienne aussi. Et donc là, c'est un peu une claque et à la fois une porte qui s'ouvre vers un monde formidable. Et à la fois, je me dis, waouh, pourquoi on en parle que maintenant? Enfin bref, c'était assez fort. Assez fort. Et je me concentre sur elle, du coup. Mais finalement, je m'aperçois dans toutes les étapes, que ce soit en lisant des études ou des livres spécialisés ou en allant consulter une psychologue pour les enfants, que tout passe par moi en fait, que finalement, si moi j'approfondis pas et je gratte pas un peu, bah Georgia, ça ira pas mieux. Enfin, ça ira pas mieux. Non pas qu'elle va mal, mais faut qu'on accorde nos violons en fait pour qu'on puisse se comprendre et se lire. Et puis, alors comment ça se traduit dans le quotidien? Bah, c'est une petite fille où toutes les émotions, elles sont décuplées. Mais moi, au départ, je pense que tous les enfants sont comme ça. Parce que je n'ai pas trop de comparatifs. Mes nièces, à l'époque, je les voyais, mais pas au quotidien. Donc, je me disais qu'elles étaient peut-être un tempérament plus calme. Mais j'ai pas de référentiel. Et puis, c'est petit à petit, en allant au parc, et puis après à la crèche... mais moi, quand même, elle réagit différemment. Et donc, quand c'est de la joie, c'est de la grande, grande joie. Mais quand c'est de la tristesse, c'est de la grande, grande tristesse. Et quand c'est de la colère, c'est de la grande, grande colère. Mais à la fois, elle se met à parler... elle commence à parler la semaine de ses 1 an. Et à 18 mois, elle fait des phrases complètes. Et à 2 ans, elle nous fait presque des analyses de texte, quoi. J'exagère à peine parce qu'on lui lisait des livres qu'elle retenait par cœur et elle nous le relisait. Tu l'avais lu 2 fois, elle te le relisait après. Enfin, après, j'étais sidérée. Ouais. Mais on n'en fait pas non plus un sujet premier, mais on veut juste pouvoir fonctionner sereinement au quotidien. Et donc, c'est là qu'on se rend compte qu'il faut développer des techniques, des outils. Là aussi, tu nous accompagnes là-dessus. Il faut anticiper beaucoup ce qu'on va faire, expliquer, communiquer. Mais après, donc ça demande du temps, de l'énergie. Mais encore une fois, il y a tellement des pépites et des trésors de discussion. Je me retrouve à discuter avec, au fil du temps, avec une petite fille qui a 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, de sujets hyper profonds et passionnants, en fait, qui mériteraient des thèses philosophiques parfois. Sur la vie, sur la nature, sur l'espace, sur le temps, voilà, c'est hyper enrichissant et magique. Mais voilà, énergivore. Alors ça, oui. Le deuxième truc qui me vient, c'est le regard des autres, en fait. Alors, j'ai pas le regard ovore, je sais pas comment l'appeler, mais tu dois, à un moment donné, te mettre dans ta bulle, parce que forcément, tu peux être jugé sur ton fonctionnement, sur ta manière de faire, parce qu'on peut avoir l'impression que tu te laisses déborder. Bon, parfois ça peut être vrai, mais que t'es un enfant roi ou quoi que ce soit, enfin, ça peut être mal interprété par des gens qui voient juste une bribe de moments de vie et qui n'ont pas tout le contexte, pas l'image complète, quoi, de ce qui se passe. Donc ça faut... Bien sûr. Ça met un peu de temps, mais pareil, il faut l'accepter. Mais oui, énergivore, c'est là-dessus que tu allais rebondir. Oui, en fait les deux, c'est-à-dire qu'accompagner des enfants avec ce profil-là, ça demande... déjà, souvent, c'est quand même... Enfin, ça vient pas de nulle part, donc on a souvent ce profil-là soi-même, avec plus ou moins de conscience déjà à la base. Donc si entamer ce parcours-là pour comprendre son enfance, c'est aussi une découverte de soi-même, bien sûr, et de son propre fonctionnement, et de comment est-ce qu'on peut imbriquer les deux, parce que c'est souvent pas du tout exactement le même fonctionnement. Et ça, en soi, c'est quand même tout un petit projet bien ambitieux. Et oui, ça demande beaucoup d'énergie sur le plan émotionnel et cognitif de décrypter, en fait, un enfant qui, en plus, est pas mature, quoi, évidemment, sur ce plan-là. Et on se sent souvent très très seul en tant que parent, parce que justement ces grandes émotions, elles se voient dans l'espace public, et que le jugement, enfin on juge quand même beaucoup les parents, et a fortiori les mères, sur tout à peu près. C'est jamais bien ce qu'on fait, c'est soit trop, soit pas assez, soit ce que tu veux. Et c'est vrai que oui, un enfant qui prend de la place dans une société
encore un petit peu archaïque dans le traitement de l'enfant, où on demande aux enfants d'être bien polis, Bien bien rangé. sages, bien pas prendre trop de place, pas faire trop de bruit, pas faire de bordel, etc. Eh ben, eh ben nos enfants, avec ces profils-là, ils font tâche, hein, C'est très ça. clairement. Ils sont pas adaptés à cette demande-là qui est une aberration du point de vue du développement de l'enfant. Et il faut pouvoir encaisser ça en tant que parent. Il faut pouvoir encaisser ce regard désapprobateur. Quand même, quand on est au supermarché et que son enfant se roule par terre, tout ça, c'est effectivement un peu. Il faut des épaules Ouais. solides, très clairement. Et c'est bien d'avoir des espaces où on en parle. Ouais. Et du coup, à partir de là, avec tous ces challenges qui sont quand même pas moindres, à quel moment tu te dis, allez, on est reparti, on remet dessous dans la machine et on en fait un deuxième? Faut savoir qu'avant d'en arriver là et de prendre la pièce pour l'insérer, ben, on est passé par une période où on s'est dit, mais non, mais c'est bien en fait. C'est bien, hein. Est-ce qu'on peut se dire collectivement que la meilleure contraception du monde, c'est de faire un enfant? C'est ça. Un enfant hypersensible. Ouais, et puis en fait, après, j'avoue, c'est plus moi qui relance le game, qui me dit, voilà, y a pas il manque un équilibre. Et puis en plus, pour plaisanter, je resserre à Philippe une des phrases qu'il avait prononcées au début de notre relation, quand on avait parlé un petit peu de nos projets de vie. Lui, il s'était dit qu'il voulait 2 enfants, voilà. Puis il m'avait sorti cette phrase toujours assez imagée. Non, mais les packs de yaourt, les yaourts, c'est par 4. Tu vois, truc. Et moi, je ressors ce truc. Je lui ressors. Tu te souviens, tu m'avais dit, les yaourts, c'est par 4. Là, on est 3. Bon, voilà, très anecdotique, mais je me dis que qu'au-delà de ça, il manque quelqu'un, quoi. Il manque un équilibre. Et que ce soit pour nous, ou pour Georgia, et il faut qu'on soit 4. Je sais pas, je le ressens comme ça. Et puis, bah, ça se fait. J'ai finalement peu de souvenirs sur le fait d'être à fond sur la surveillance des cycles, voilà, de l'attente ou pas, de voir si ça se fait. Mais quand moi je m'en rends compte, je me dis, voilà, je sais que c'est ce qui est bon pour nous, que ça va être super. Et pour l'annonce, ouais, j'aime bien les petites blagues. Alors je lui trouve une veste zippée, là, un peu vintage, enfin un truc qu'on trouve plus dans les magasins. Puis bon, moi je suis très deuxième main, etc. Donc bref, je lui trouve un vêtement d'occasion. Je dis, regarde ce que je t'ai trouvé, hyper chouette. Et en fait, dans la poche, j'avais mis le test de grossesse avec les 2 barres, les fameuses 2 barres qui font leur comeback. Et puis, donc, il essaye le sweat, il met le zip et tout. Et puis, d'un seul coup, il met les mains dans les poches. Et puis, il regarde, il fait. Il comprend pas tout de suite. Il fait, mais ça alors, quand même, ils ont oublié ça dans la poche. Et là, je le regarde. Et là, il me fait, bah non. Bah si. Et là, il s'assoit, il se dit, oh, parce que du coup, il prend conscience de tout ce qui va arriver à nouveau, vu qu'il l'a déjà vécu. Donc il est hyper content. Mais à la fois, il se dit, et c'est reparti pour un tour, messieurs, dames, mettez votre ceinture. Voilà, donc non, on était très contents. Et c'était marrant de voir la réaction avec l'expérience, quoi. Ben oui, c'est qu'elle est toujours beaucoup plus ambivalente, je trouve, pour une deuxième ou une troisième grossesse, parce que tu sais, tu as perdu l'innocence, tu as été de l'autre côté du miroir et tu sais ce qui t'attend. Même si tu as eu, je sais pas moi, un postpartum facile avec un bébé qui dormait relativement bien, ça n'existe pas de parentalité sans challenge, je trouve. Et du coup, oui, tu es très joyeux, parce qu'évidemment, attendre un enfant, on l'espère en tout cas, dans ce contexte-là, c'est une bonne nouvelle, mais pas que. Pas que. Ouais, Pas 100% que de la joie, de l'appréhension, de l'anxiété, ça c'est logique, normal. Du coup, comment se passe cette deuxième grossesse et comment tu te prépares à ce deuxième accouchement? Eh bien là, je me prépare beaucoup plus. Enfin, on va dire surtout la différence quand même, je me prépare plus physiquement, je crois. Et du coup, finalement, vu que je me prépare physiquement, bah, psychologiquement, ça se fait inconsciemment. Enfin,
de pair. Je me prépare, je prends beaucoup de compléments alimentaires naturels parce que je me souviens que lors de la première grossesse, donc j'avais allaité Georgia. Après, j'étais vraiment fatiguée, j'avais perdu beaucoup de poids. Et là, je voulais me sentir plus en forme, en fait, moins diminuée. Vraiment, j'étais dans un esprit très naturel. Et voilà, et le projet, d'ailleurs, c'était un accouchement le plus naturel possible. Donc, d'ailleurs, on en reparle à ce moment-là ensemble, puisque tu as aussi cette casquette d'accompagner en tant que doula. Et ça, c'était super d'avoir cet échange et cet accompagnement. Je me dis que voilà, je me sens plus préparée, plus forte. La grossesse se passe bien, vraiment. C'est une chance encore. J'avoue, hein, j'ai des circonstances idéales. Je travaille pas à ce moment-là. Enfin, je travaille, mais pareil, j'avais un job qui me sollicitait physiquement. Et j'arrête. Et j'ai du temps vraiment que pour moi et pour Georgia et pour la famille. Et donc, ça se passe bien, ça se passe super bien. Sophrologie encore, avec une amie qui est spécialisée dans l'accompagnement des mamans. Moi, je mets toutes les chances de mon côté. Et je prévois avec Philippe un accouchement naturel à l'hôpital, mais dans un service spécialisé pour les accouchements naturels. Et donc, la grossesse, franchement, ça se passe très bien. Un petit peu de nausées, mais un petit peu de maux de dos en fin de grossesse, mais ça se passe bien. Sauf que pareil, peut-être que ça se passe tellement bien, je suis tellement à fond, que le dernier mois, en août, j'ai à un moment donné une baisse de régime et je vais à l'hôpital juste pour être sûre et consulter. Et là, le choc, il me garde 24 heures parce que j'ai une menace d'accouchement prématuré. Et il faut que je reste alitée le plus possible à la fin de la grossesse. Donc je me repose pour atteindre le nombre de semaines qui va bien. Et puis ça passe. Ça passe. Et l'accouchement est prévu à la base le 6 octobre. Et moi, dans ma tête, je sais pas pourquoi, enfin je le sais, que ce sera à la fin du mois de septembre. 29 ou voilà. J'avais le 29 en tête. Et le 29, effectivement, ça commence. Première contraction. Et là, je suis beaucoup plus préparée sur la respiration notamment. J'avais fait pas mal de préparation sur la respiration, sur la visualisation. Donc la douleur, elle est là, mais franchement, gérable, quoi. Si bien que j'attendais tellement un stade supérieur que on part vraiment last minute, quoi. Fallait pas attendre plus. On a des amis adorables qui viennent à la maison parce que forcément c'est la nuit, donc on explique à Georgia qu'on part, on l'avait bien prévenu. Et ils viennent terminer la nuit à la maison pour être avec Georgia et l'emmener à l'école le lendemain matin. Et nous, on trace à l'hôpital. Et on arrive, donc on doit partir de la maison à 4h15. On arrive, parce que c'est pas très loin, à 4h30. Difficilement je parviens jusqu'à la salle où c'est, donc comme c'est naturel, c'est un king size bed. Donc c'est super, j'arrive, je me mets sur le lit. Et là, la poche des os se rompt. Et là, la sage-femme qui me dit « Mais Nancy, t'es en train d'accoucher, là, en fait !» Et 20 minutes après, le bébé était là. Wow. Donc, naturel, sans péridurale. Mais si bien que cette petite coquine farceuse, voilà, ça elle arrivait tellement vite qu'elle était un peu sonnée et elle a eu besoin d'assistance respiratoire. Donc là, j'étais préparée à ne pas l'avoir directement sur moi, vu que j'avais eu cette première expérience. Donc il l'emmène et tout ça. Et moi, je suis hyper sereine, hyper contente. Elle reprend ses esprits. Et puis après, j'insiste vraiment, et ça, je suis contente d'avoir insisté, pour lui donner la première tétée. Et là, je lui donne la première tétée, parce que voilà, c'est bon, le pédiatre est rassurant. Il me dit, bon, voilà, elle a récupéré. C'était une petite détresse respiratoire, mais de rien du tout, parce qu'elle est née rapidement. Et elle prend le sein, le deuxième, elle mange super bien, elle s'endort sur moi, on est trop calés. Après, il y a une sage-femme qui vient la mettre quand même sous couveuse pour que moi, qu'elle récupère et que moi aussi, je m'endors. Et là, après, douche froide, changement d'équipe. La pédiatre de jour arrive et elle
prend connaissance des détails de l'accouchement. Et apparemment, il y a un moment donné où il y a une auxiliaire ou une sage-femme qui avait noté peut-être des gestes suspicieux à la naissance, des gestes un peu saccadés, qui normalement s'observent lorsqu'il y a un trouble neurologique. Mais voilà, le bébé va bien et pour moi, intuitivement, je sais qu'elle va très bien. Sauf que elle, je pense aussi jeune pédiatre, elle veut prendre 0 risque. Et elle arrive dans la chambre où je venais à peine de commencer à m'endormir. Elle me prononce, elle prend beaucoup de temps pour m'annoncer qu'en fait le bébé, il va partir dans un autre hôpital à 1 heure d'une autre pour un électroencéphalogramme pour vérifier que tout va bien neurologiquement. Et là, c'est la terre qui se déroule, qui se dérobe sous mes pieds, quoi. Le ciel qui me tombe sur la tête. Enfin, on peut utiliser toutes les expressions. Je comprends pas ce qui se passe, quoi. Je me dis, allez, rebelote, quoi. Retrauma à la naissance. Un truc à travailler. Je sais pas si c'est héréditaire ou quoi, mais voilà. Donc là, j'appelle Philippe qui entre-temps était reparti parce qu'il voyait que ça allait bien et donc on est complètement abasourdi. Et là, il y a une sage-femme qui comprend notre détresse et qui me fait une autorisation de sortie pour suivre notre petite Juliette. Parce que je pouvais pas être avec elle dans l'ambulance qui allait dans l'autre hôpital. Parce qu'on allait dans un autre hôpital parce que celui dans lequel on était n'avait pas le matériel nécessaire. Et je me revois encore à même pas 6 heures de l'accouchement, me dépêcher d'aller m'acheter un sandwich sur une aire d'autoroute pour après, en marchant en mode pingouin, parce que voilà, je venais d'accoucher quand même. Quand j'y repense, c'est complètement dingue. Mais je pouvais pas la laisser partir. Donc voilà, on arrive dans cet autre hôpital et ils ont commencé à lui poser l'électroencéphalogramme. Et voilà, et tout va bien. Moi, je le sais, mais voilà, c'est comme ça. Je sais pas. De toute façon, c'était une volonté médicale. Après coup, quand tu es bien traumatisé, tu te dis mais pourquoi je les ai laissés faire. Mais à la fois, tu te dis si jamais il y avait eu quelque chose, je leur en aurais voulu bien pire que ça. Donc je pense que la première expérience m'aide à relativiser. Même si, voilà, c'est violent quand même. Parce que je peux pas rester dans l'hôpital dans lequel elle est. Le soir, je dois repartir. Wow. Me demande pas pourquoi, parce que c'est que des histoires de bureaucratie, de place, de machin. Donc, je passe la première nuit sans mon bébé. Et ça, c'est quand même hard. Et pareil, là, je peux t'en parler parce que je pense que j'ai le recul et je me dis que en fait, l'essentiel, c'est qu'elle aille bien et qu'il y ait des trucs beaucoup plus graves. Mais ouais, ça crée quand même encore un trauma de la naissance. Ce qui fait que là, à l'heure actuelle, je suis hyper fusionnelle avec mes 2 filles. Mais bon. Donc, on la retrouve le lendemain dès que possible. Et puis, tout va bien. Mais voilà, moi, intuitivement, je le savais. On sort, on rentre à la maison. Et entre-temps, Georgie a fait connaissance de sa sœur. Ça a été transparent, l'épisode de changement d'hôpital. Pour elle, voilà, elle a, je pense, pas vécu le stress, donc c'est très bien. Et puis on rentre, et là c'est juste magique en fait, de voir les deux filles ensemble, de voir la fierté dans les yeux de Georgia, et je me dis, ça y est, on y est, on a les 4 yaourts. Bref, donc là pareil, finalement je sais que les 3 premières semaines sont compliquées, mais je me le reprends quand même un peu dans la face. Je crois que tu peux pas y couper. Parce qu'en plus, t'as la première à gérer. Et oui. Mais bon, j'ai la chance d'avoir un chéri qui quand même comprend et est présent. Donc ça se passe bien. Ça se passe bien et je sens en fait au fil des semaines, des mois, la Juliette elle a 1 an maintenant, que pareil, Georgia, ça débloque des choses ou au contraire que ça remet des choses en place, qu'il y a un équilibre et c'est super parce qu'il y a une complicité dès toute petite. Juliette est très éveillée également. Il y a un équilibre, ouais, c'est ça, c'est vraiment, c'est chouette. Trop chouette. Bon, ça laisse forcément moins de place à la liberté, j'en reviens à ça.
Mais pareil, je sais pas si c'est le fait de prendre un peu en maturité. On se dit, bon voilà, c'est un temps, c'est pas pour toute la vie. Je suis moins dans la projection, je suis moins dans le contrôle. Le bébé, il est malade, il va pas bien, il doit passer 3 nuits dans notre lit, il passe 3 nuits dans notre lit. Et peut-être, alors je sais pas si c'est lié au fait qu'on soit plus détendu, mais rapidement. Juliette a fait ses nuits, à 9 mois, elle fait des nuits complètes. Et auparavant, c'était des réveils, mais pas autant que pour Georgia. Donc on est un peu plus rassurés. Ben oui, parce qu'on ne s'est pas vu pour le sommeil de Juliette, donc effectivement, c'est que ça a dû se mettre en place de manière plus organique, quoi, en tout cas. Et c'est cool, c'est chouette. C'est pas souvent, ça arrive, mais c'est pas si souvent que ça que l'arrivée d'un deuxième vienne vraiment rééquilibrer les choses pour tout le monde. Souvent, au contraire, ça vient déséquilibrer une situation qui vient se stabiliser. Et c'est trop beau ce que tu racontes. Ouais, c'est vrai que même c'est chouette parce que Philippe il m'a dit mais t'as tellement eu raison de vouloir compléter la famille. Et c'est pareil, ma maman, je sais pas pourquoi, elle me répète souvent à chaque fois. On se voit, on vit pas dans la même région, donc elle voit Juliette depuis sa naissance, elle a dû la voir 3 ou 4 fois. Et à chaque fois, elle prononce cette phrase « Ah, vous avez bien fait de la faire, cette petite !» Enfin, comme si c'était finalement peut-être su que... je pense que c'est peut-être une manière d'admettre de comprendre qu'on a hésité finalement, parce que compte tenu du profil très dynamique de Georgia, je prends ça comme de la compassion. C'est joli. Oui, c'est une façon de formuler de manière un tout petit peu maladroite que finalement on ne te regrette pas, numéro bis. Tu as ta place dans cette famille. C'est rigolo. Ouais. Est-ce qu'il y a un auto-message que tu as envie de te laisser ? Tu sais, dans les moments vraiment, vraiment difficiles où tu t'es sentie particulièrement seule, que ce soit quand Georgia est partie juste après sa naissance, quand il y a eu ce moment de séparation précoce, ou dans le postpartum, ou pendant la deuxième grossesse. Voilà, des moments challengeants de ta parentalité. Si tu devais t'auto-coacher, te dire un truc à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dirais ? Tu veux me faire pleurer là, Manon ? Je dirais quoi ? Tu l'entends, le petit chevrotant là ? Non, je dirais fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Ça résume pas mal. Parce que ça permet de se faire confiance, en fait, ça permet de se rassurer, de s'auto-rassurer, de s'aimer. Et puis du coup, en général, quand on se fait confiance, quand on s'auto-congratule ou quand les autres suivent finalement. Donc voilà, je me dirais ça et ça va bien se passer, quoi. Ça, c'est un beau message. Mais de se faire confiance, c'est sûr que en fait, tout est tellement pensé pour nous faire douter de nous-mêmes dans cette société. De se faire douter de nos intuitions, de nos choix parentaux, d'éducation, etc. Que c'est bien de se rappeler que en fait, le meilleur compas pour naviguer ce joyeux bordel qu'est le devenir parent, c'est l'intuition, effectivement. Ouais, c'est vrai, mais même au quotidien. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, là, maintenant que les 4 pots de yaourt sont bien là et bien en harmonie ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les 4 ? Que chacun trouve sa cuillère. Dans le sens, alors je m'exprime, que chacun, je pense qu'on a déjà une certaine forme d'épanouissement, mais voilà, que tu vois, Georgia, elle s'intéresse à des choses où parfois les enfants de son âge n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, mais donc je sens que à l'école elle a un discours et qu'à la maison elle est elle-même. Mais quand je dis trouver sa cuillère, c'est que plus tard elle continue à pouvoir être elle-même, en fait, et que ce soit qu'il n'y ait pas que ce soit un conformisme social qui lui permette d'être bien dans la vie de tous les jours, mais qu'elle puisse s'épanouir, quoi. Et
Et tu vois, je dis ça pour elle, mais je dis ça pour moi en fait. Voilà. Et pareil pour Philippe et pour Juliette, qu'on soit bien, quoi. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Une belle vie tous les quatre. Merci en tout cas de ta confiance. Merci de nous avoir tout raconté. C'était très chouette. Avec plaisir. Et puis voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, merci de ton écoute. C'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas forcément facile de se dévoiler, mais pour avoir écouté aussi d'autres expériences, si ça peut apporter un peu de déculpabilisation ou de motivation ou de rassurer certaines, voilà, au moins je me dis que ça servira peut-être, et ça peut être chouette. Absolument. Merci Nancy encore. Merci Manon, plein de bonnes choses à toi. Et voilà pour l'histoire de Nancy. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que moi j'ai eu à réaliser cet entretien. Je remercie encore Nancy pour toute sa confiance. Je sais que l'exercice est difficile de se livrer comme ça et donc je le remercie beaucoup. Je trouve son parcours très inspirant et j'espère qu'il pourra aider d'autres personnes qui nous écouteront. Je vous remercie à vous aussi pour votre enthousiasme toujours grandissant. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast.